et l'humain, on en parle. Voilà, donc vraiment pour ce sujet-là, je suis un peu triste de ne pas avoir fait un truc avec Marilyn. Promis, on en fera. On fera un sujet. Je sais pas, ce sera un live, ce sera un épisode ou quoi. Mais il y a une fois, on refera venir Marilyn Cole. Vraiment, si vous la connaissez pas, renseignez-vous. Elle fait des super confs, des super articles. Tout est super chez Marilyn. Et donc voilà. Donc vraiment, on va refaire un truc. Et d'ailleurs, si vous ne la connaissez pas du tout, vous pouvez aussi voir. Elle a participé pour un épisode justement sur la dette émotionnelle. Donc je pense qu'on va en parler aujourd'hui de la dette émotionnelle en parlant de cet aspect et l'humain on en parle. Alors donc, qu'est-ce que nous dit cette description ? En rétro, on trouve facilement des process à améliorer, des outils à mettre en place. Scrum remet l'humain au premier plan, mais dans les faits, les remises en cause humaines sont rarement abordées. Comment faire prendre conscience aux membres d'une équipe des axes d'amélioration personnelle à travailler sans les braquer et sans risquer une lapidation d'un des membres de l'équipe ? Bref, comment aborder ce sujet avec transparence mais bienveillance ? Connaissez-vous une rétro adaptée ? J'ai pensé à une rétro empathique de ce type. À la place de machin, j'en aurais marre de ça. À la place de machin, j'aimerais bien qu'on m'aide à faire ça. À la place de machin, j'aimerais bien qu'on change ça. Voilà, donc avant d'aller dans le cœur du sujet de vraiment comment traiter des problèmes humains dans une équipe en général et potentiellement dans une rétrospective, j'ai envie déjà de refaire un petit topo. Je vais le faire, et vous allez me dire ce que vous en pensez, parce qu'en fait, j'ai envie de vous donner un peu une définition de l'agilité. C'est quoi l'agile ? Je vais vous donner du coup ma définition. Alors, déjà, est-ce que j'ai le bon feutre ? Et je ne pense pas. Hop. Je vais tout savoir, c'est parce que c'est ma fille qui a fait les derniers dessins. Alors, hop. Agile, c'est quoi ? En fait, dans moi, ma définition, celle que j'ai tendance à donner, c'est qu'il y a un truc qui s'appelait IID. Donc IID, il faut que je prenne un feutre plus petit si je veux réussir à dessiner. Ça, c'est le incremental, voilà, incrémental, and itérative, development. Voilà. Ça date bien avant l'agilité. Hein. Il y a des débats, par exemple, des frameworks qu'on considère plus lourds, comme RUP. Voilà, RUP, souvent, n'est pas considéré comme quelque chose de très agile. Mais c'est déjà une méthode de développement incrémental et itérative. En fait, globalement, toutes les méthodes sont incrémentales et itératives, à part le waterfall, globalement. Le cycle en V, généralement, ne l'est pas parce qu'on l'applique mal. Mais en soi, cycle en V, on est censé faire plusieurs cycles. Bon, parce que c'est, voilà, depuis extrêmement longtemps, on s'est bien rendu compte qu'itérer, c'était la base et que c'était ça qui fait qu'on arrivera à faire un projet. Donc ça, c'est très très vieux. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est passé du monde de l'IID au monde de l'agilité ? Pour moi, je vais le faire en plus gros, c'est justement qu'on a rajouté cette dimension humaine. Voilà. Pour moi, la définition de l'agilité, c'est une définition, on va dire, un peu historique, plus que qu'est-ce que ça veut en dire. C'est ça, c'est-à-dire que on a compris, on a intégré le fait que la dimension humaine, elle était super importante. Et que sans ça, c'était compliqué, voire un peu... C'était très contre-productif de réussir à être efficace, etc. C'est pas les bons termes, c'est que l'aspect humain est le cœur de tout, quoi. On a une équipe de gens qui fonctionnent ensemble, qui travaillent ensemble, quand ils sont motivés, ils travaillent mieux, ils travaillent plus, ils font tout ce que vous voulez, ils font du meilleur travail, ils réfléchissent sur comment ils travaillent, etc. Voilà. Pour moi, l'agilité, pour moi, elle est là. Je vais même le mettre. Hop là. Voilà. C'est ma définition à moi, si je puis dire. Et donc oui, pour revenir sur le sujet du jour, évidemment que l'aspect humain, il est extrêmement important. Justement parce qu'on est dans ce contexte agile. Alors bon, c'est vrai aussi dans d'autres contextes, mais c'est que c'est pas une option envisageable de juste se dire
on va lui donner des ordres, et le mec, il veut faire le taf, si je caricature un peu. Voilà, l'agilité, on a acté que non, c'est pas la meilleure manière de faire, de donner des ordres aux gens et les laisser se débrouiller et ils feront ce qu'on leur a dit. Donc oui, on doit le traiter. Et c'est la base, et c'est le fondement de n'importe quelle équipe, par définition. Le fondement d'une équipe, ce sont les personnes qui composent cette équipe-là. Donc l'aspect humain, là, la personne qui pose cette question, elle a complètement raison. Et moi, j'aime bien dire, même quand on fait une rétrospective, s'il n'y a déjà pas justement l'humain qui est là, c'est de ça qu'il faut parler. Hein. La rétro, elle sert à rien. Elle va partir dans les choux, c'est sûr. Donc là déjà, quand j'ai dit ça, ça m'amène assez naturellement à... peut-être... du coup, on a des sujets, c'est qu'effectivement, tout ce qui est la sûreté psychologique. En gros, alors il y a on va dire, il y a des définitions plus ou moins évoluées, mais si je donne une définition très simpliste, c'est le fait qu'on soit à l'aise de dire ce qui a besoin d'être dit. Voilà. Bon, je pense que les puristes me diront, c'est pas exactement ça, la sûreté psychologique. Mais voilà, c'est quand même ça. Quand on a posé ça, c'est ce que je dis, quoi. C'est si on est en rétro et qu'on peut pas se dire les trucs, la rétro, elle sert à rien. Il faut commencer par traiter ce problème-là. Donc là-dessus, très concrètement, il y a déjà des ateliers qui existent, des activités plutôt, justement qui tournent autour de la sûreté psychologique. Et je les avais présentés dans un Scrum Live justement à ce sujet-là. Alors je crois que d'ailleurs le titre c'était voilà, c'est l'omerta en rétro, quoi. On est là et les choses qui doivent être dites, elles sont pas dites, quoi. Et donc je présentais des activités qui s'appellent check safety et create safety, justement pour essayer de détecter est-ce que les gens ils sont à l'aise de dire ce qu'ils ont à se dire, avec plusieurs niveaux, complètement à l'aise de dire n'importe quoi, à l'opposé, non mais moi je vais juste dire ce que mon patron m'a dit de dire, et puis les niveaux intermédiaires de, ouais, il y a des sujets où je suis à l'aise, d'autres où je suis pas à l'aise, etc. Et puis après, create safety, donc là qui enchaîne, si logiquement, quand on fait check safety, on voit qu'elle n'est pas vraiment là, donc là du coup, on a create safety, où là, ça nous fait parler de ces problèmes sous le couvert de l'anonymat. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver souvent dans ces choses-là, c'est que si on n'est pas à l'aise de parler, il va falloir faire anonymat. Et on a un truc qui semble délirant, qu'on n'imagine pas forcément, c'est que finalement, parler ouvertement, en fait, il faut déjà commencer par voter anonymement pour décider si on vote anonymement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si on commence déjà par dire à tout le monde, bon, est-ce qu'on fait chacun les post-it dans son coin et on dit pas qui a dit quoi? Très bien, ça c'est effectivement. Et pour décider de ça, on va voter à main levée. Là, vous truandez le truc, quoi. Parce que, oui, non, mais moi je suis pas à l'aise de parler. Est-ce que je lève la main pour dire qu'il faut être anonyme ou l'inverse? Non, je veux pas me faire défoncer, je vais rester dans le groupe, je vais faire comme tout le monde. Et du coup, quand sera venu le moment de dire les vraies choses, je pipoterai pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc c'est fou, mais on en est là, quoi. Quand on est dans ce type de contexte, on vote anonymement pour décider si on doit traiter les choses anonymement ou pas. Parce que sinon, les personnes ne prendront pas cette opportunité de dire non, il y a des vrais trucs à dire, mais je suis pas à l'aise de les dire, on les fait anonymement. Si tu dis ça ouvertement, non. Donc ça, c'est une chose. Et globalement, tous les ateliers qui tournent autour de ça, c'est la même chose. On a aussi, là, vraiment spécifiquement, sur l'atelier, sur l'activité de rétrospective, il y a le ESVP, où là, c'est pour essayer de voir, est-ce que les gens, ils se sentent impliqués, embarqués, d'être là, etc. C'est pareil, il faut le faire de manière anonyme. Sinon, je suis pas du tout... Le P, c'est prisonnier. C'est, entre guillemets, le pire... Genre, t'es là parce que tu te sens obligé de venir à la rétro. Tu penses pas avoir le choix. Est-ce que tu vas dire t'es prisonnier comme ça devant tout le monde? Je veux dire, ça arrive, mais ça sent le troll. C'est-à-dire que c'est presque bon signe quand la personne, elle le dit ouvertement et elle assume. Mais voilà, quand on est vraiment dans les contextes où c'est chaud, et qu'il va dire non, mais c'est génial votre rétro. Yes, d'ailleurs, tout se passe bien. Voilà. Donc ça, il y a toute cette dimension-là. Et donc ça, c'est des choses que j'ai traitées donc, dans ce fameux Scrum Life.
que je vous invite donc à regarder. Et il y a des liens vers des articles, etc. pour creuser un peu plus. Je les ai mis en pratique moi-même. Hein. C'est pas facile à maîtriser, mais ouais, ça fait le taf, ça va dans le bon sens. Voilà, ça c'est quand même la base. Hein. On peut pas se parler, comment on fait en sorte qu'on puisse se parler. Après, il y a, si on arrive à se parler, mais malgré tout, les trucs qui ressortent pas vraiment. Alors, avant de parler justement des travaux de Marilyn Cole et de la dette émotionnelle, je vais terminer avec un autre article que moi j'ai fait. Si je le retrouve. Aïe aïe aïe. Est-ce que Google va me le retrouver? Donc, JP Lambert, et donc c'est quoi? C'est relations équipe. Hop. Je pense qu'on va le retrouver. Voilà. Diagnostiquer les relations entre les membres de l'équipe. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais c'est quelque chose que moi j'ai fait. Donc ça vaut ce que ça vaut dans le sens où ça a plutôt bien marché dans l'environnement où j'étais. Ça ne veut pas dire que ça a marché dans tous les environnements, dans tous les contextes. Et c'est aussi un atelier qui est entre guillemets lourd. Puisqu'il est... plus on a de personnes dans l'équipe, plus ça crée de liens, donc plus ça explose le temps nécessaire. Donc on imagine bien que ça va marcher mieux sur une équipe petite qu'une équipe grosse, où là on risque de perdre son temps sur des choses entre guillemets inintéressantes, plutôt qui ne construisent pas la valeur, dans le sens de vraiment débloquer la difficulté. Voilà, donc ça c'est aussi... c'est une piste où il y a cette idée-là, on fait remplir à chacun. Voilà, c'est quoi vos relations avec les différents membres de l'équipe, et à l'inverse, comment vous percevez les relations des autres. Donc pour essayer de voir s'il y a des écarts de comportement, de compréhension, etc. Et on en échange, etc. Donc voilà, ça permet de mettre en valeur quand il y a des soucis, des choses comme ça, et d'en échanger du coup. Sur ce sujet-là, avant de passer la main à la dette émotionnelle, il y a aussi tout ce qui est atelier, rôle et responsabilité. Je ne sais pas si ça vous parle. J'ai fait un article aussi là-dessus. Moi, on va dire, dans mon expérience, j'ai déjà participé à des ateliers rôle et responsabilité. J'ai déjà animé des ateliers rôle et responsabilité. Et en général, si tu veux, mon sentiment par rapport à cet atelier, c'est que c'est rarement remettre à plat les rôles et responsabilités, en fait, la vraie valeur de cet atelier. Globalement, je vais caricaturer, hein, mais globalement, si il y a une bonne ambiance dans l'équipe, il y a juste un flou sur un rôle, une responsabilité, l'équipe, elle va en parler, et puis elle va trouver la solution. Je veux dire, si je caricature, c'est qui teste. Bon, il y a un moment donné, on est face à du test à faire, qui le prend en charge, comment on le gère, et on en parle. On trouve une solution, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'aller jusqu'à spécifier ça? Alors, il y a peut-être le cas de figure où on crée l'équipe vraiment from scratch, où il y a un nouveau qui rejoint l'équipe, mais même le cas où c'est un nouveau, finalement, on va parler que du rôle de cette personne. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de remettre à plat les rôles et responsabilités de toute l'équipe? Et de mon expérience, c'est parce qu'en fait, en général, il y a des trucs à sortir, et on n'est pas à l'aise de les sortir. Et justement, de faire les rôles et responsabilités, on se retrouve où petit à petit, on finit à un moment donné on se retrouve entre guillemets coincé par ah ouais mais il y a ce truc là ou machin il a pas vraiment envie ou alors ça coince ou etc. Et là on est obligé d'en parler. Et là et ça je l'ai vu. J'en avais animé une fois. Il s'était très bien passé. J'étais reconnaissant de ce qui s'est passé après. Ça a vraiment débloqué des choses dans l'équipe. Mais encore une fois, ce qu'il a débloqué, c'est pas la feuille à la fin qui liste machin tel rôle doit faire ça ça ça. Non, c'est parce qu'ils se sont presque engueulés pendant la réunion à se mettre au clair. Non, mais moi, j'attends ça de toi. Ok? Ah non. Ah pourquoi c'est un problème? Le ton, il a monté. Il y a vraiment quelque chose qui est sorti. Et après, forcément, ça va mieux. On n'était plus dans le flou, etc. Donc voilà. Pour moi, vraiment, atelier rôle et responsabilité, ça sert à ça. Ça sert à emmener tout le monde nonchalamment, hein. Pas en disant de brut en blanc, bon les gars, là c'est le bordel dans cette équipe, il y a un problème, on va en parler. Non, on n'est pas dans cette situation-là. On va remettre à plat les rôles de chacun, de tout le monde.
Et on va voir ce qui va se passer. Et c'est triste, c'est-à-dire que les 3/4 de l'atelier, entre guillemets, ne servent à rien. Les 3/4 des rôles, les 3/4 de responsabilités, on sait ce que ces personnes doivent faire, on sait qu'il y a cette responsabilité-là, mais le dernier quart, ça soulève des trucs où potentiellement, c'est là, ouais, il y a vraiment de l'humain qui doit sortir pour mettre les choses à plat. Voilà. Vous avez peut-être une expérience différente, je vous invite à commenter. Mais moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu l'atelier rôle responsabilité. Quand on le fait dans une équipe qui tourne plutôt bien, ça sert à rien. Elle n'a pas besoin d'un moment formel comme ça pour mettre les choses pour traiter juste le problème. Et en général, quand on le fait et que ça sert à quelque chose, c'est parce que justement, ça sert à débloquer la situation. Et encore une fois, c'est pas la feuille à la fin qui liste qui doit faire quoi. Ça, de toute façon, une fois qu'on est dans l'action, on va préférer favoriser la collaboration. Je donne l'exemple du test, quoi. Hein. C'est genre, bon, bah, au final, il faut que ce soit fait, c'est tout, quoi. Bon, bref. Voilà. Et maintenant, on peut rentrer dans le dur, où vraiment, où ça suffit pas, en fait. Et là, donc, effectivement, où ça va être sur les histoires de... je cherche la bonne taille pour ma tête. Sur les questions de dette émotionnelle, donc là où vraiment Marilyn aura eu des choses passionnantes à nous dire sur le sujet. Comment on fait quand c'est vraiment... Enfin, c'est chaud, quoi. C'est chaud, il y a des gens qui se prennent la tête, il y a une guerre, en fait, qui est en train de monter. Donc là-dessus, bah, je vous invite évidemment à voir l'épisode Scrum Life avec Marilyn Cole, où on parle de la dette émotionnelle. Et on échangeait de tout ça et donnait quelques tips. Si vous pouvez aller assister à ces confs, elle fait partie de ces speakers qui préfèrent pas être filmés. Mais elle en a peut-être eu certaines, la dernière a peut-être accepté, on verra. Mais voilà, vraiment, globalement, elle a toujours eu des feedbacks très positifs. Hein. Ces confs sont vraiment super. Moi, ce que je note dans cette situation-là, c'est aussi le côté... la personne a ce comportement-là, mais est-ce qu'on lui laisse... est-ce qu'on lui laisse travailler dedans, en fait? Ma phrase n'est pas très claire. Si une personne a un comportement qui n'est pas acceptable, dans quelle mesure c'est la faute à cette personne et dans quelle mesure c'est la faute à toutes les autres personnes qui acceptent ce comportement-là? Il y a des cas comme ça. Il y a des personnes, elles ont un comportement. Par exemple, elles vont dire clairement qu'en réunion, elles n'en ont rien à faire. La réunion, ça sert à rien. Et elles ont un comportement, entre guillemets, qui n'est pas acceptable, dans le sens qui est pas professionnel. Et on la laisse faire. Est-ce que vraiment c'est cette personne, c'est juste n'importe quoi son comportement, ou est-ce que c'est le fait qu'on ne lui dise pas? On revient aussi sur la notion un peu de boucle de feedback. Là, il y a ça, en fait. C'est-à-dire que par rapport à ton équipe, tu dois quelque chose à ton équipe. On doit travailler collectivement sur quelque chose. Donc, il faut... comment on lui fait prendre conscience qu'il doit quelque chose à cette équipe? Bah, ça commence par... L'équipe lui dit, ou lui fait ressentir. Hein. Quand on passe des messages, c'est pas forcément que des mots qu'on échange, c'est aussi beaucoup dans les comportements, dans l'importance qu'on donne à une chose ou à une autre, etc. Donc le système, il est très important. Et voilà, s'il y a la guerre entre deux personnes dans une équipe, quelque part, ils font quoi les autres personnes de l'équipe, quoi? Si elles prennent parti, déjà, c'est mal barré. Mais dans quelle mesure elles lui disent très bien, mais les gars, c'est pas le sujet, quoi. On est là pour livrer un truc ensemble et on s'en fout de votre guerre. Donc l'équipe en tant que telle, elle a un vrai rôle à jouer sur ton comportement n'est pas acceptable, on y va. Et finalement, si je caricature, le rôle du Scrum Master, ça va être d'aider l'équipe à mettre des mots là-dessus et à s'exprimer et à le lui dire. Et seulement après, s'il le faut, qu'il doit intervenir et le dire lui-même. Si la situation commence à être assez hard, on va dire. Et s'il le faut, on peut continuer d'escalader. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont peut-être des comportements qui sont juste pas acceptables pour l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'encore une fois que Marilyn, elle expliquait. Dans ses aventures sur la dette émotionnelle,
Euh, Elle a fini par expliquer aux gens, mais ok, vous n'êtes pas forcément là pour vous aimer. Par contre, vous êtes là pour travailler ensemble. C'est mieux quand on s'aime, hein, pour une équipe, c'est cool. Mais là, vous êtes là pour travailler ensemble. Il y a une valeur ajoutée à chacun d'entre vous, il faut travailler ensemble. Ça, il faut réussir à l'amener. Elle nous avait donné aussi des trucs sur être le doudou. Voilà. Faire en sorte que une fois qu'on est là, les gens arrivent à parler. Où on est... j'arrive pas à le dire. Elle l'aurait dit tellement mieux. Voilà, je ne peux que vous recommander d'aller voir la vidéo encore une fois. Et d'aller voir Marilyn elle-même. Et de scander son nom aussi dans le chat et dans les commentaires et dans les réseaux sociaux pour qu'on organise quelque chose avec elle. Pourquoi pas sur ce sujet-là spécifiquement. En tout cas, je sais que c'est un sujet qui lui plaira vraiment. Et puis voilà. Bon. Est-ce qu'on a fait le tour, dites-moi. Alors, on peut regarder aussi ce que vous avez dit dans les commentaires. Voilà, dans les commentaires, il y avait différentes suggestions, d'autres manières de donner des feedbacks. Je me mets un peu plus petit pour voir les commentaires. Voilà, le kudo, speed dating, voilà, il y a différents ateliers, etc. La roue des émotions, ça c'est aussi une manière de... Enfin, il faut se dire, on touche à quelque chose où culturellement, ça nous semble bizarre. Hein. Comment dire, c'est la fameuse phrase, c'est bon, on n'est plus des enfants, quoi. On n'est plus des enfants, il y a un truc à dire, on se le dit. Ça, c'est un vrai piège. C'est un vrai piège, on part du principe que on n'a plus besoin d'évoquer tout ça, quoi. C'est bon, on est entre grands, les trucs, ils les disent, ce qui parfois est poussé très loin par certaines personnes. Hein. Elles vont jusqu'à dire, moi j'ai pris une décision, c'est comme ça, si les gens ils sont pas d'accord, ils ont qu'à le dire. Faisant fi du fait que c'est un peu des terreurs dans la boîte, et que personne n'ose leur dire quoi que ce soit, et qu'en plus ils ont peut-être tout pouvoir, c'est peut-être des managers haut placés, etc. Et ils oublient le fait que, mais tu sais, ben, quand tu leur parles, eux, ils ont leur patron en face d'eux. Donc, c'est pas évident pour eux de te dire « je suis pas d'accord ». Voilà. Et donc ça, c'est une excuse dangereuse de se dire « non, mais c'est bon, on est entre adultes, il y a un truc à dire, on se le dit ». Non, non, non. Et là, on en revient sur ces sujets-là, hein, toujours les plus durs, ce que j'ai évoqué, sûreté psychologique, etc. C'est le plus important dans le sens où tout le reste, l'amélioration continue, les 15 000 activités de rétromat, etc. C'est génial, mais ça sert à rien tant qu'on n'a pas cette sûreté psychologique. Et c'est vraiment la base. Ah, non, c'est pas une question de est-ce que c'est des enfants ou pas qui parlent comme ça, est-ce qu'on est des adultes. Peu importe, la réalité c'est que dans toutes les boîtes, on a beau être adulte, on se comporte comme ça. Donc c'est juste la réalité en fait. Il y a ça et il faut pas avoir peur. Moi je pensais comme ça, hein, potentiellement plus jeune. Donc ça m'a toujours fait un peu bizarre quand je lançais des activités de rétro autour de ça, en mode, ouais, c'est un peu, ce que je disais, c'est un peu chelou quand même. On va voter anonymement pour décider si on vote anonymement. On est où là? On est des gamins? Pour moi, c'était pas du tout naturel. Maintenant, c'est une certitude que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, et que c'est la seule manière de procéder. Mais ça m'a pas venu tout seul, quoi. Et donc, rien que le discours que j'ai là, faut être prêt à le dire. Et les mecs, ils vont ronchonner, quoi, genre, qu'est-ce que tu nous embêtes avec ça? C'est bon, on est là, on peut parler. Il faut leur expliquer, non, on sait pas. Il faudrait réussir à expliquer, se dire, non, mais c'est pas une question d'être gamin ou pas. Voilà, il y a des relations de pouvoir, il y a des contraintes, il y a des choses, donc très bien, on peut avoir besoin de dire des choses, etc. Et donc oui, tout ce qui est roue des émotions, parce que c'est de là que je suis parti, c'est pareil, c'est un truc qui peut sembler très enfantin. Et là, il faut réussir à l'amener en expliquant bien en quoi c'est enfantin. Enfin, c'est culturel, quoi. Hein. Là, c'est la culture du macho, un peu, en fait, quoi. Genre, non, mais on va pas partager nos émotions, quand même, quoi. Il y a pas mal de boîtes, hein, où c'est ça, la culture, quoi. C'est non, mais t'es pas là pour partager tes émotions. Donc, c'est une très bonne piste, mais il faut réussir à l'amener. Et quand je dis ça, c'est pas une mise en garde. Hein. Enfin, je veux dire, c'est... Oui, il faut qu'on parle des sentiments, de toute façon. Donc, il faut réussir à l'amener. Donc, c'est plus une... attention à réussir à bien l'amener. Voilà. Et on nous parle de solution focus aussi.
qui peut être une piste. Et puis encore d'autres activités, Brave Teen Soldier. Voilà. Il n'y a pas aussi l'impression de faire de la psychologie, de dépasser le cadre pro, nous dit Olivier. Oui, parfois, il y a cette frontière-là. On parle encore une fois de Marilyn. Elle a cette appétence pour le côté psychologique, sans pour autant se prétendre être psychologue, et c'est pas leur thérapeute. Mais voilà, c'est intéressant de voir que c'est un sujet qui l'intéresse et qu'il excelle, et elle a de l'intérêt pour ce domaine-là. Et est-ce que ça dépasse le cadre pro? C'est flou. Sans ça, on va pas réussir à avoir une équipe performante. Donc bon. Basile, c'est parfois dur aussi d'avoir une discussion franche avec des gens qui n'osent pas dire les choses franchement et ou qui jouent au jeu politique de la boîte, donc disent quelque chose en face et le contraire derrière. Alors, on en revient sur la puissance de l'anonymat. Pour que les gens ils disent des trucs, qui se contentent pas de dire ce qu'a dit leur manager ou etc. Et d'ailleurs, à une époque avec Constantin, enfin on s'était posé la question genre... Et si on faisait une formation Scrum Life, à quoi ça ressemblerait? Une formation de Scrum Master. Et ce sujet-là, il est vraiment problématique, entre guillemets. C'est-à-dire que, dans les faits, c'est super chaud. Et en pratique, c'est la première chose qu'on devrait maîtriser. Enfin, c'est-à-dire que s'il n'y a pas ça dans l'équipe, tout le reste ne sert à rien. Donc ça devrait presque être la première chose qu'on apprend. Par contre, pour le maîtriser... on est plutôt dans un cursus avancé. Donc ça pose vraiment des questions de... Et si quelqu'un devait faire une formation Scrum Master, genre Scrum Master qui va aller sur le terrain, quoi, dans des vraies équipes à accompagner, comment on le forme à ces aspects-là qui sont, à mon sens, la base? C'est la base. Enfin, je veux dire, si l'équipe, les gens, ils se parlent, on leur insuffle on leur insuffle l'amélioration continue, ils se débrouilleront tout seuls. Par contre, il faut qu'il y ait les bases pour que ça puisse marcher, quoi. Et en même temps, c'est super chaud. Je veux dire, c'est plus simple d'expliquer c'est quoi Scrum, comment on l'applique, les rituels, faire des story points ou que sais-je, quoi. Ça, c'est facile. Réussir à débloquer des situations humaines, c'est difficile et c'est la base. Encore une fois, sans ça, il n'y a pas d'équipe, quoi. Olivier nous dit, l'analyse transactionnelle nous dit qu'on est aussi des enfants de manière alternative. Je trouve ça assez intéressant. Oui, on est toujours des enfants, mais différents. Mais on est dans la continuité. Si d'ailleurs vous faites partie des gens qui ont l'immense bonheur d'avoir des enfants, je veux dire, il n'y a pas de transition nette entre enfants et adultes, et même entre toutes les étapes, entre nourrisson et bébé, entre bébé, jeune enfant, et ainsi de suite. C'est une continuité, et évidemment que l'enfant accumule des expériences, et évidemment qu'il mûrit sa réflexion, ses manières de penser, ses outils intellectuels, c'est déjà un être humain, il réfléchit, et moi j'ai du mal à considérer, enfant adulte, je comprends très bien la nécessité de tirer un trait, de gérer un pays, des législations mineures, majeures, etc., mais elle est clairement pas tracée nettement, la frontière entre les deux, du point de vue capacité à réfléchir, à s'exprimer, etc., quoi. Julien nous dit, le problème si on vote anonymement, s'il faut voter anonymement, c'est que si l'équipe décide de ne pas voter anonymement, celui qui ne se sent pas en sécurité ne dira pas la vérité non plus. Alors oui, c'est un vote à l'unanimité. S'il y a une personne qui ne veut pas voter ouvertement, à main levée, on le fait tous anonymement. C'est un peu... Donc ça fait un peu ça gonfle tout le monde dans la salle, donc il faut avoir les mots qui accompagnent ça. Le mec qui commence à souffler... On dit, non mais attendez les gars, il y a une personne qui a des choses importantes à dire et qui se sent pas à l'aise de les dire ouvertement, je pense que ça serait bien qu'on les entende. Elles vont peut-être justement faire avancer la situation. Donc oui, clairement, c'est pas un vote à la majorité, c'est un vote à l'unanimité. Et évidemment, vous l'imaginez bien, sur tous ces sujets-là, il faut avoir les mots qui l'accompagnent. Voilà, pour que ce soit pas juste un truc qui gonfle tout le monde et ça sert à rien, etc. Pour pas que ce fasse un pétard mouillé aussi, quoi. Donc après, faut jouer le jeu jusqu'au bout, clairement. Donc quand je dis jouer le jeu jusqu'au bout, ça veut dire aussi que normalement, tout le monde a des post-it de la même couleur, tout le monde utilise des feutres de la même couleur. Bon voilà, on peut pousser le truc jusqu'au bout. On pourra même imaginer utiliser des applications, etc. Il y a aussi la question de c'est quoi le niveau de confiance par rapport au Scrum Master, par rapport à l'équipe. Parce que parfois, on pourrait être tenté aussi d'arriver et de se dire
À moi, il va le dire, mais pas aux autres. C'est peut-être vrai, mais peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'il n'est pas aussi honnête avec nous-mêmes Scrum Master. Donc il faut aussi prendre du recul avec sa propre relation avec les personnes, même si on est là pour accompagner, pour aider, etc. Par défaut, on prend du recul, mais on peut se tromper quand même sur la perception qu'on en a. Rémi Scrum Power nous dit, en rappelant régulièrement et tout simplement les valeurs, courage, ouverture, focus, respect, engagement, mais comment Oui, mais voilà, faut les vivre. Donc justement, faut les vivre. Donc faut peut-être les illustrer et démontrer son propre comportement de Scrum Master. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte là Et c'est surtout pas soit Scrum Master, mais c'est probablement le reste du monde. Les managers, etc. Est-ce qu'ils valorisent le courage? Est-ce qu'ils valorisent l'ouverture, le focus, le respect, l'engagement? Effectivement, c'est le contexte, c'est le cadre qu'il faut travailler dessus. Et alors Julien aura peut-être le mot de la fin. Un truc compliqué avec une équipe qui se connaît bien, c'est que certains reconnaissent les écritures des autres. J'en ai eu quelques-uns comme ça, oui. Alors s'ils ont la confiance avec le Scrum Master dépouille. Le Scrum Master lit, et après il se dépêche de le jeter. Et il le montre bien. Il le jette, quoi. C'est fini, c'est anonyme, c'est noté au tableau, etc. Et il y a potentiellement l'option de passer par du numérique. Après, le numérique, il y a aussi le style littéraire. Parfois, on a des manières d'écrire, de faire des phrases, de choisir des mots. Donc, on va aussi reconnaître les gens. Donc, le côté où je prends, je lis, voire je reformule à moitié et je jette, peut être une manière. Voilà. Après, il y a effectivement plusieurs... C'est quand même chaud qu'on en arrive à ce stade-là, que les gens, ils se disent « Ah, ça, c'est machin. Ah, ça, c'est bidule. » Enfin, en fait, rien que l'exercice, ils l'ont dit non. On a voté tous anonymement. Il n'y a qu'une personne qui veut continuer la rétro anonymement. Les autres, ils ronchonnent, genre, et c'est lequel, gna gna. Et ils passent le reste de la rétro à savoir qui c'est pour lui en mettre dans la gueule, quoi. Là, c'est chaud, en fait, quand on a ça. Et quand j'ai envie de dire, ça aurait été utile au moins pour le Scrum Master pour comprendre la situation. Pourquoi il y a un mec, il n'est pas à l'aise de parler, et les autres, ils ont envie d'une chose, c'est de lui mettre des coups de pied aux fesses, quoi. Là, c'est chaud. Et là, ouais, peut-être que la rétro sera pas un succès, mais je pense qu'en tant que Scrum Master, ça vous aura donné des billes pour voir la suite. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça se passe, etc. Voilà.